Bienvenue dans le débat. Chine ouvre donc ses portes au BHV en plein cœur de Paris. Et cela, malgré le scandale suscité par la vente des poupées à caractère pédopornographique et les accusations de concurrence déloyale contre la marque chinoise de l'ultra fast fashion. La direction des fraudes a saisi le procureur de la République. Chine a affirmé collaborer avec la justice. Le gouvernement français a décidé cet après-midi d'engager une procédure de suspension de la plateforme Chine, le temps que cette dernière se conforme aux lois du pays. Le gouvernement français a aussi saisi la justice pour demander le blocage du site. La plateforme chinoise a d'ailleurs confirmé la suspension de la vente de sa marketplace en France. Chine est par ailleurs convoquée devant les députés le 18 novembre prochain dans le cadre d'une mission d'information qui vise à garantir que les produits importés et vendus en France respectent les normes sanitaires et environnementales. Alors, on va revenir sur cette ouverture de Chine au BHV et dans les magasins en Provence, en pleine polémique, en province, pardon. Quel est l'impact? Quel est l'impact sur les commerces? Quels sont les enjeux éthiques? Chine, comment ça marche? Faut-il l'interdire? Faut-il mieux réguler le commerce en ligne de la fast fashion? On va poser ces questions à mes invités. J'ai le plaisir d'avoir à mes côtés Émilie Auvray. Bonsoir. Bonsoir. Merci d'être là. Vous êtes fondatrice de l'appartement français. C'est un concept store dédié au Made in France de 200 mètres carrés, c'est ça? Et Exactement. qui se trouve juste en face du BHV. Et vous venez d'ouvrir en fait, juste en face du BHV. Bienvenue à vous. En face de vous, nous avons l'influenceuse Claire Latour. Bonsoir. Bonsoir. Vous avez collaboré avec Chine pendant un certain temps, jusqu'en 2022, jusqu'au moment où vous avez décidé de ne plus collaborer avec eux. Vous avez participé aussi, collaboré au documentaire qui a été réalisé par Nathalie Gros et qui s'appelle Chine, une enquête sur le géant de la fast fashion. C'est passé sur France Télévisions. Bienvenue à vous. Maître Alexandre Archambault, merci d'être là. Vous êtes avocat spécialiste en droit numérique au barreau de Paris. Et puis Laure Brunet-Ruinard est avec nous ce soir. Bonsoir. Vous êtes délégué général de la Confédération des commerçants de France. Avant de démarrer cette discussion, je vous propose de faire un retour en images sur cette ouverture de Chine aujourd'hui donc au BHV. Les forces de police étaient d'ailleurs bien présentes. On regarde. Ils étaient nombreux à faire la queue devant le BHV ce matin, plusieurs heures avant l'ouverture, impatients de découvrir le tout premier magasin physique de Chine dans le monde, comme ces acheteuses qui ne jurent que par la marque chinoise. Parce qu'on trouve de tout, c'est pas cher et moi franchement je commande tout le temps sur le site, je m'appuie que là-dessus et franchement je suis très contente qu'ils ont ouvert cette boutique. Certaines ont même posé une journée de congé spécialement pour l'ouverture et se disent accros. Une acheteuse compulsive, mais après, vu les prix, j'ai envie de vous dire, on peut se permettre de changer de style comme on veut, quoi. Donc on va dire, je commande une centaine d'euros par semaine. Face à eux, quelques dizaines de manifestants venus protester contre l'arrivée à Paris de ce symbole de l'ultra fast fashion, décrié à tout point de vue. Conditions de travail indignes dans les usines, impact environnemental désastreux, mais aussi vente illégale de produits pédopornographiques. En fait, ça tue des gens. Et aujourd'hui, nous, on les accueille dans le Saint Graal du commerce à Paris. Et en fait, c'est inadmissible. Le candidat à la mairie de Paris, Pierre-Yves Bournazel, appelle les autorités à agir. Et là, ce que nous voyons, c'est tout ce que nous ne voulons pas. C'est tout ce que nous dénonçons. Et nous voulons mobiliser les Parisiennes et les Parisiens. Nous voulons mobiliser les citoyens. Nous voulons éveiller les consciences pour dire quand on est consommateur, on a une responsabilité. Mais les consommateurs rencontrés aujourd'hui avouent ne pas se soucier d'écologie et condamnent l'hypocrisie générale. Vous allez dans n'importe quelle boutique, on ne sait pas d'où ça vient exactement. Et puis quand on nous dit acheter français, excusez-moi, mais les gens, en ce moment, on n'a pas forcément les moyens d'acheter français. Ce mercredi, le gouvernement français a engagé une procédure de suspension de la plateforme après le scandale lié à la vente de poupées sexuelles ressemblant à des fillettes. Peu de temps après, Chine annonçait suspendre la vente en ligne de produits tiers. Et nous sommes en ligne avec Agnès B, la créatrice de la marque du même nom. Bonsoir, merci de réagir avec nous. Vous avez annoncé aujourd'hui de retirer le retrait d'Agnès B, donc de votre marque du BHV. Pourquoi et est-ce que c'est définitif ? C'est absolument définitif et on s'en est soucié dès le 6 octobre. Donc, avec Benoît Davot, notre directeur commercial, on a décidé, et Étienne Bourgois, le directeur, on a décidé donc d'arrêter notre stand au BHV Homme. Voilà, il y avait que ça à faire. Et quand je vois cette belle rue de Rivoli avec tous ces panneaux Chine,
quand on sait ce que ça représente Chine, en tout cas pour moi et pour beaucoup de consommateurs aussi. Hein. Qu'est-ce que ça représente pour vous, justement, Agnès B? Est-ce que c'est un problème d'éthique? Oui, bien sûr, parce que la manière dont c'est fabriqué, les matières avec lesquelles c'est fait, tout est le contraire à ce que je pense être bien. Vous voyez, c'est de la mode éphémère, ça se jette au bout de porter 3 fois. Je suis archi contre ces histoires-là, moi. Voilà. J'essaie de fabriquer le plus possible en France et c'est pour ça que c'est plus cher, mais en même temps, voilà, on a un vêtement pour longtemps. Ah oui, parce que là, on les a entendues, ces consommatrices qui disent « mais là, c'est pas cher, c'est varié », et c'est ce qu'elles disent, celles qui ont fait la queue pour acheter ces vêtements aujourd'hui. Mais oui, je sais. Je sais, bon, mais du coup, je retire notre stand dans le cadre de nos accords avec le BHV, c'est-à-dire première semaine de janvier, nous allons fermer notre stand au BHV Homme, voilà. Quelle serait votre recommandation, Agnès B? Est-ce qu'il faudrait interdire carrément Chine? Enfin, j'en sais rien, je suis pas ministre, hein. Je ne sais pas comment on ferait pour faire ça, mais il faudrait bien sûr. Et les conditions de travail là-bas, et les matières, tout est absolument... moi, ça me révolte, hein. C'est tout ce que je déteste. Oui, voilà. Vous encouragez le Made in France, vous? Mais pas, oui, bien sûr, mais aussi fabriquer notre cachemire, on le fabrique là-bas, dans le pays, comment ça s'appelle? Zut, pardon. En Mongolie? Oui, en Mongolie, oui, en Mongolie. Merci en tout cas d'avoir réagi. Oui. Un exemple, d'avoir réagi donc à cette ouverture donc au BHV de Chine aujourd'hui. Donc Agnès B qui se retire définitivement du BHV. Merci d'avoir réagi ce soir. Émilie Auvray, alors justement, elle parlait de Made in France, Agnès B. Alors vous aussi, votre appartement français, ce concept store, est axé Made in France. Alors comment avez-vous réagi à cette ouverture de Chine au BHV, parce que eux disent ça va faire marcher le quartier, il va y avoir une sorte d'effet de ruissellement, si je puis dire, sur l'ensemble du quartier. Votre réaction? Ça a été un vrai choc pour nous. En fait, nous, on était très heureux et très fiers d'ouvrir une grande, belle boutique de 200 mètres carrés qui fasse rayonner les savoir-faire français à côté du BHV, parce que pour moi, c'est une institution du commerce de proximité du Parisien. Donc voilà, il y avait vraiment un sentiment de fierté. Et puis on a appris, comme tout le monde, que Chine arrivait, et là le choc à se dire est-ce qu'on y va, est-ce qu'on n'y va pas, qu'est-ce qu'on fait. Bon, on n'a rien à voir avec le BHV, mais ça a failli remettre en cause vos plans. Oui, parce que je me suis dit tout d'un coup, c'est un cataclysme en fait. Qu'est-ce qui se passe? J'avais tellement pas prévu d'avoir ce type d'enseigne face à moi que j'étais tellement fière d'être à côté du BHV. Et en fait, on a changé la communication et on a dit nous sommes maintenant face au BHV et face à Chine. Parce que ça n'allait pas avec l'image du BHV au départ. Exactement, exactement. Ça a généré cette confrontation, cette résistance en nous. Et en fait, qu'on voit avec les consommateurs parisiens, consommateurs du BHV, ils viennent tous les jours nous voir, ils nous racontent à quel point ils sont déçus, à quel point ils sont en colère. Donc vraiment, voilà, ces sentiments qu'on a avec nous aujourd'hui de colère et de résistance. Laure Brunner-Ruinart, vous qui représentez les commerçants en France, votre réaction? Alors, nous, lorsqu'on a appris effectivement l'installation de Chine au sein du BHV, on a été outrés, puisque on a vu ça vraiment comme une tentative de rachat de respectabilité qui ne pouvait pas avoir lieu quand on voit effectivement tous les rapports, les chiffres annoncés par le gouvernement, par UFC Que Choisir. On a trouvé que c'était assez catastrophique. Et que sur la provenance, sur la qualité, travail, tout finalement. Tout ce qui a pu être dit depuis des mois, chaque jour, il y a une nouvelle mauvaise nouvelle. Donc le fait de s'installer, pour nous, non, ça ne va pas redynamiser le quartier, ça va appauvrir les commerçants indépendants que nous représentons et qui sont installés à proximité. Donc c'est contre-productif pour les petits commerces. C'est une mesure contrairement à ce qu'eux disent. Catastrophique. Et ça, quand vous dites ça, vous appuyez sur des chiffres, parce on connaît déjà l'effet du commerce en ligne sur les petits commerces, qui a été très négatif, et le fait qu'il y ait cette installation physique au BHV, ça peut encore que renforcer. 12 marques, me semble-t-il, ont quitté le BHV après l'annonce, dont Agnès B. Ça fait tous ces clients qui venaient au BHV et qui potentiellement allaient consommer à proximité ne viendront plus. Il faut bien comprendre que quelqu'un qui va acheter un vêtement à 3 €, 4 € n'est pas celui qui va aller acheter un vêtement dans la foulée, dans un magasin qui va produire de la qualité. Parce que la qualité a un prix, mais le vêtement va durer.
votre vêtement prêt à jeter qui provient de ce type de plateforme, qu'elle soit en corner ou sur e-commerce, vous allez le porter 2 fois, il va aller à la poubelle. Donc in fine, ça vous coûte plus cher. C'est du dumping. Ah, mais complètement. Claire Latour, vous êtes influenceuse et vous avez collaboré avec Shein, puis mis fin à votre collaboration. Pourquoi ? Alors, c'était en 2021 et ça a été d'abord une prise de conscience en tant que consommatrice. Parce que je me rendais compte que les vêtements que j'avais reçus étaient des vêtements en effet jetables qui duraient uniquement un certain nombre de lavages. Et je me dis, bon, il y a quelque chose qui ne va pas, les pulls, on transpire, ils rétrécissent, les matières ne sont pas agréables, etc. Donc ça a été premièrement une prise de conscience en tant que consommatrice. Et en même temps, donc pendant le Covid, j'ai commencé à me renseigner sur comment les vêtements sont produits, combien ça coûte pour faire un jean, combien ça coûte pour faire un vêtement, combien de temps. Et en fait, tout ça, ça a été une prise de conscience assez globale. Et à contrario, je voyais en même temps, en 2020-2021, l'essor des hauls Shein sur TikTok notamment. Et ça prenait de plus en plus de place. Et je me suis dit, moi, ça me dégoûte, au contraire de tout le monde finalement qui était un petit peu dans cette effervescence. Oui, parce que vous êtes un peu à contre-courant des influenceuses qui, au contraire, il y en a énormément qui mettent en avant Shein. Alors, il y en a de moins en moins. Mais il y en a toujours. Vous constatez qu'il y en a de moins en moins quand même ? Il y en a de moins en moins. Et surtout, les influenceurs sont payés maintenant. J'ai regardé un petit peu les contenus qui ont été postés, parce qu'hier, il y a eu une soirée de lancement qui a été faite avec des influenceurs au BHV. Et j'ai regardé, tous les contenus que j'ai vus étaient des contenus sponsorisés, donc les influenceurs sont payés. Et donc, Shein est obligé maintenant de payer les influenceurs pour avoir de la communication. Et là, il y a une transparence. On sait qu'ils sont payés et que donc ils travaillent pour la marque, en fait. Tout à fait. Et il y en a de moins en moins tout de même. Mais il y en a de moins en moins. Moi, je le vois bien. De toute façon, je côtoie beaucoup d'influenceurs. Les discours ont changé. On voit bien que les gens ont de plus en plus de conscience de toutes ces conditions-là, etc. Donc, il y a quand même une prise de conscience, mais il y a encore du travail à faire, c'est sûr. Maître Alexandre Archambault, alors vous êtes l'avocat de ce plateau, donc on a évidemment beaucoup de questions. D'abord sur cette vente de poupées à caractère pornographique. Il y a donc une procédure qui est engagée contre Shein. Le gouvernement a décidé cet après-midi d'engager une procédure de suspension donc, de la plateforme Shein. Ils ont même engagé une procédure judiciaire, ça on l'a appris aussi cet après-midi. Donc on peut dire qu'ils haussent un peu le ton, mais en même temps ça n'a pas empêché l'ouverture de Shein au BHV. Donc quel est l'impact en fait de ce que fait le gouvernement en ce moment ? Le gouvernement, effectivement, est un peu dans la droite ligne. Enfin, c'est un peu en matière de numérique depuis une dizaine d'années. Chaque initiative, le gouvernement est pleinement dans son rôle, effectivement, sur la protection du consommateur et sur la protection de l'ordre public. Simplement, on est encore une nouvelle fois sur un problème de méthode et c'est pas nouveau, ça remonte depuis une dizaine d'années parce qu'à chaque fois que le gouvernement veut agir sur le numérique, il ne s'y prend pas avec les bonnes méthodes. On essaye de réguler le numérique avec les outils du 19e ou du 20e siècle. Et on le voit au quotidien, ça ne marche pas. Il y aura toujours des trous dans la raquette. Et c'est pour ça que si on veut peser sur ces acteurs du numérique qui, pour la plupart, ne sont extra-européens, c'est plus à la maille nationale qu'on peut agir, c'est à la maille continentale, à minima. C'est ce que nous permet le droit européen. Et ça serait bien qu'on l'utilise un petit peu plutôt que d'annoncer et de jouer contre son propre camp. Mais est-ce qu'il ne faut pas tout de même avoir une démarche nationale au départ, avant, parce qu'à 27 en Europe, ça risque de prendre du temps. Là, on est un petit peu face à l'urgence avec ces poupées. Déjà, Shein, ça a quand même quelques années. Madame le disait tout à l'heure, en fait, voilà, la prise de conscience ne remonte pas à hier, ne remonte pas à ces premières semaines. Alors c'est vrai que peut-être sous le coup de l'émotion, le grand public découvre, mais on savait d'emblée que c'est une plateforme qui suscitait, enfin, qui donnait matière à poser des questions. Et ça tombe bien, parce que l'Europe en est clairement consciente, à tel point que dans la réglementation européenne, Shein a été déclarée très grande plateforme. Donc c'est-à-dire, c'est pas un statut d'irresponsabilité, c'est un statut qui emporte des obligations particulières. Simplement, pas ces obligations, c'est ça en fait, il y a des obligations, elle ne respecte pas ces obligations. Là, j'ai aussi envie de dire, mais il faut aussi qu'on balaye devant notre propre camp. Vous avez des procédures actuelles au niveau national contre des acteurs de numérique, il n'y a toujours pas de procès. C'est parce que ce sont éminemment compliqué, ça prend du temps d'investiguer et ça prend encore plus de temps d'investiguer au niveau européen si en plus vous avez les États membres qui jouent contre la construction européenne en faisant 27 nuances d'interprétation du DSA qui est quand même un texte qui s'appelle un règlement qui doit s'appliquer sans que la France, sans que les États membres surtransposent et jouent contre notre propre camp. On le voit au quotidien sur d'autres sujets, je pense notamment à l'agriculture. Les grands problèmes de l'agriculture ou les grands problèmes du commerce viennent dans le fait que la France a une petite interprétation à sa sauce,
mais qui en fait compliquent les choses et in fine font le jeu de ces grandes plateformes. Ah oui, la DGSSRF, donc la direction des fraudes, a infligé 40 millions d'euros d'amende pour pratiques commerciales trompeuses sur la réalité des promotions et de ses affirmations sur le respect de l'environnement. Ça, c'était contre Chine et c'est au mois de juillet, donc c'est tout récent, 40 millions d'euros. Là, on ne peut pas dire que la direction des fraudes n'agit pas, en tout cas sur ce point-là. Mais est-ce que ça signifie que derrière, lorsque Chine paye l'amende, d'ailleurs je ne sais pas si elle l'a payé l'amende ? Ça reste à démontrer. Ça reste à démontrer. Donc, bon, est-ce qu'elle se met en conformité avec le droit lorsqu'elle est condamnée par la direction des fraudes ? Alors, j'ai envie de dire, dans ce cas-là, utilisons les outils du droit, comme ça a été le cas, par exemple, sur les données personnelles. On parle d'habillement. Il y a peu, une plateforme très connue de Vinted, là, de revente d'habits d'occasion, enfin de seconde main, était en manquement sur les données personnelles. Donc, la CNIL, en France, a engagé l'enquête, mais après, a respecté le droit européen, a transmis le dossier à son homologue de Lituanie, là où elle est installée, et la Lituanie a sanctionné. Pour Chine, c'est exactement comme ça qu'il faudrait faire. Si effectivement on veut peser, c'est en respectant le droit européen. Qu'est-ce que dit le droit européen ? Il dit on respecte le principe du pays d'origine. Et en plus, s'agissant d'une très grande plateforme, c'est la Commission qui a son mot à dire. Donc, dit autrement, si les pays commencent à jouer perso dans leur coin avec des finalités qui sont parfaitement légitimes, on ne les remet pas du tout en question. Mais nous, ce qu'on constate, c'est que ça encourage ces plateformes-là à dire mais écoutez, on a 27 nuances d'interprétation du DSA, mettez-vous d'accord et je reviendrai après. Cette réglementation européenne. Exactement. On va écouter Frédéric Merlin, qui est le patron du BHV. Ce qu'on est en train de faire ici, je crois que c'est le moyen de faire un peu mieux. Je ne dis pas qu'on va solutionner le problème et qu'on va aujourd'hui régler tous les problèmes en fait, de ces plateformes de fast fashion. Mais ce que je pense, c'est qu'on va dans une démarche beaucoup plus positive parce qu'en fait, on va offrir des lieux de vie, on va offrir le moyen pour les clients de toucher, d'essayer. Et donc on sera peut-être moins dans l'achat déraisonnable, mais davantage dans un achat contrôlé. Et en plus de ça, on pourra, je le pense, venir au BHV, profiter de l'ensemble des marques qui sont présentes ici. Et donc c'est une expérience complète de shopping qu'on veut offrir. Émilie Auvray, là, finalement, il oppose la vente en ligne avec la vente réelle, l'expérience, etc. Tout ce que vous voulez faire, vous, dans votre propre espace. Cette expérience, elle est importante pour vendre. Mais il parle très très bien, et Chine aussi, et Chine est très malin. On parle de son implantation au BHV, mais on a assez peu parlé du pop-up qui avait été fait juste avant dans le Marais. On a assez peu parlé... Ils font des pop-up, donc expliquez un peu ces... C'est des boutiques éphémères, voilà. Et il y en a eu un aussi dans le 17e pour les enfants, il y a 15 jours. Donc on voit sur les réseaux sociaux de Chine des parents avec les enfants qui sont en train d'acheter des produits pour les bébés, des produits pour les femmes enceintes. Ils tournent des roues et ils gagnent des choses. Enfin, c'est terrible. Moi, ce qui me révolte, en fait, quand j'entends M. Merlin et quand je vois ce qui se passe, c'est qu'on ne peut pas laisser une planète construite de cette manière à nos enfants, en fait. C'est vraiment ça. Pour moi, on a un rôle de transmission envers les jeunes générations et on ne peut pas leur apprendre à surconsommer comme ça. Il y a vraiment des prises de conscience, comme Madame l'a fait incroyablement bien, à avoir de façon collective. Mais justement, en fait, ce qu'ils disent, c'est qu'il faut laisser la liberté aux personnes d'acheter ce qu'ils veulent. Et puis après tout, ils ont leur propre conscience. Ils ne veulent pas se soumettre aux normes environnementales. Et bien, c'est à eux de prendre cette décision-là. Que dites-vous face à un discours comme celui-là, Laure Brunner-Ruinart ? Alors effectivement, en France, il y a un principe qui est la liberté d'entreprendre. On n'a pas le droit d'empêcher, d'interdire à une entreprise de s'installer, d'ouvrir son commerce. Par contre, on a le droit de l'obliger à respecter nos normes, qu'elles soient françaises ou européennes, et de respecter nos lois. Aujourd'hui, le problème qu'on a, c'est pas contre Chine en tant que tel, c'est contre le modèle qui est porté. Et ce ne sont pas les mêmes. Vous avez Temu, vous avez AliExpress qui ont été pris la main dans le sac dans les mêmes proportions pour non-conformité, dangerosité, pour les fameuses poupées. Il y a eu ce matin aussi l'histoire des armes qui sont vendues. Armes blanches, armes de catégorie A. C'est ça. Vendues sur la plateforme Chine. Vendues sur la plateforme, c'est interdit à la vente, à la possession. Enfin, on arrive à un moment où rien n'est respecté. Là, on va avoir des commerces physiques. Nous, ce qu'on demande, on n'est pas contre le fait qu'une société s'installe, mais elle doit respecter les normes. On demande un contrôle de la DGCCRF dans les prochains jours pour s'assurer que tout est conforme en termes... La direction des fraudes, donc. C'est ça. Mais est-ce qu'elle fait le job, la direction des fraudes ? Oui. Parce que là, il y a eu cette amende de 40 millions et on a l'impression que c'est une direction qui fonctionne mais quand même. 40 millions, il me semble que c'est 0,6 ou 0,4% du chiffre d'affaires européen de Chine. C'est une goutte d'eau dans l'océan. C'est rien et on ne sait pas et on ne saura, je pense, jamais si ça a été payé. Le problème, c'est on devrait le savoir quand même. Le problème, c'est qu'ils ont des possibilités
Vous êtes une entreprise française, vous avez une boutique e-commerce sur le web, vous avez une pratique commerciale frauduleuse, la DGCCRF va procéder à la réquisition numérique de votre site. Ça signifie qu'ils vont venir, ils vont vous le fermer parce que vos pratiques commerciales ne respectent pas la loi. Le problème, c'est qu'aujourd'hui, on ne l'a pas. En 2021, on a déréférencé Wish pour des raisons assez semblables. Ils ne répondaient pas aux injonctions. Et ça donc a été là, on l'a bien déréférencé. Et ça a été validé par toutes les instances françaises en disant que c'était légal. Petite difficulté qu'on a aujourd'hui, c'est que lorsqu'il y a une demande qui est faite, ils y répondent. Le problème, c'est qu'ils ne répondent qu'à la demande très précise, alors qu'à côté, on a des produits équivalents, des produits qui ne respectent pas plus que le produit qui a été incriminé, et qu'aujourd'hui, on n'a rien qui se passe. Il y a une annonce qui a été faite, mais aujourd'hui, ça n'est qu'une annonce. À l'heure où je vous parle, le site est toujours accessible, il est toujours disponible. Même s'il est suspendu par le gouvernement. Non, c'est une annonce. Il n'est pas suspendu, c'est une annonce qui a été faite. Et Maître le disait, des annonces, il y en a. Après, il faut que ça arrive, et il faut que ça perdure, et il faut connaître les conditions, si ça arrive, pour lever ce blocage ou cette suspension, et il faudra connaître les conditions pour la remettre en place de façon automatique, si ça se reproduit, et pour les autres qui auront le même modèle. Parce que vous allez suspendre cette plateforme, que vont faire les consommateurs? Ils vont aller sur Temu, sur AliExpress, sur d'autres plateformes qui existent, qui vendent au même prix et qui, eux, ne sont pas bloqués. Et Claire Latour, comment ça marche, Chine? Parce que si vous avez décidé de ne plus collaborer avec eux, vous vous êtes bien rendu compte qu'il y avait un problème. Donc, comment ça marche? En tant qu'influenceuse, comment il fonctionne? Comment il fonctionne, en fait? Pas seulement avec le produit final, mais est-ce que vous êtes renseigné justement sur la chaîne? Ils travaillent par exemple avec 7200 sous-traitants chinois, hein, ça je l'ai lu, ils externalisent tout, les cadences sont infernales. Alors nous, on a évalué vraiment de la fabrication du produit jusqu'à qu'est-ce qu'on en fait quand on n'en veut plus. On s'est rendu compte que les usines qui étaient montrées, par exemple, notamment quand il y a eu des influenceurs qui avaient été invités à un voyage pour voir les conditions de travail dans une usine, sont une usine qui a été choisie pour montrer une belle usine, etc. En réalité, on a des sous-traitants qui sont dans des tout petits ateliers en Chine qui sont payés 3 yuan pour une pièce bien payée, donc c'est 37 centimes, donc c'est ce qui est bien payé. C'est-à-dire qu'il y a ça c'est pour un jean par exemple, mais il y a des pièces qui sont beaucoup moins bien payées, comme par exemple un t-shirt, une jupe, etc., qui sont moins compliquées à faire. On a un marketing qui est extrêmement agressif avec évidemment le marketing d'influence, mais aussi tout ce qui est dark pattern qu'on peut trouver sur le site. Qui sont des schémas de manipulation qu'on peut trouver, comme par exemple des comptes à rebours, des codes couleurs qui sont utilisés comme du rouge, du jaune, qui vont pousser à la consommation. Il y a un côté manipulation. Évidemment, pour le consommateur. Et surtout, quand on voit les consommateurs qui parlent, par exemple, qui faisaient la queue pour aller chez Chine, on voit qu'il y a une vraie désinformation parce qu'au-delà du côté impact écologique, impact social sur les travailleurs, il y a surtout un impact sur la santé qu'on a trouvé avec des taux qui ne respectent pas les conditions qui sont en normes européennes. Donc c'est juste scandaleux. Et ça, les consommateurs, si on voit dans un prisme égoïste pour eux, l'oublient en fait que c'est des vêtements qui sont mauvais pour leur santé. Évidemment, ils n'y pensent pas, les consommateurs. Maître, je me retourne vers vous. Ils voient un tarif très intéressant, une mode, parce qu'ils ont des designers, donc du coup, il y a ce côté mode de ces vêtements. Qu'est-ce qu'on peut faire, en fait, grosso modo, pour être clair? Parce que là, on parle de suspension par le gouvernement. Pour l'instant, elle n'est pas mise en application. Il y a une procédure judiciaire sur les poupées à caractère pédopornographique, mais il y a des règles en France, il y a des règles en Europe, il y a une direction des fraudes, il y a une justice. Et Madame dit, il y a quand même des vêtements qui restent dangereux, même pour la santé de ceux qui les portent. Moi, je constate qu'effectivement, on a un gouvernement qui parle beaucoup et qui est en fait essentiellement sur le registre de l'émotion. Et ce qu'on attend de nos décideurs publics, c'est plutôt au contraire prendre de la hauteur et utiliser, plutôt que de se plaindre en permanence que c'est un prétendu vide juridique ou un Far West et que c'est infernal, on va tous mourir. Non, le droit est déjà outillé. Simplement, ce qu'on constate, c'est que le gouvernement ne l'utilise pas. Et un des fondamentaux du droit européen, de l'état de droit, c'est on va voir le juge. Comment se fait-il? Mais là, il y a une saisine, justement, du juge. On a annoncé le saisir. Souvenez-vous, cet été... C'est encore un effet d'annonce. Moi, j'attends de voir ce que ça donne. Souvenez-vous de cet été où le gouvernement agissait pour réguler le streaming sur cette affaire sordide Portmanov. Est-ce que vous avez vu cette procédure judiciaire? Est-ce qu'elle est avec vous dans cette pièce? Une forme d'impuissance ou Non, parce qu'on a l'impression que la classe politique est assez unanime sur ce sujet, ce qui est quand même assez rare. Un peu tout
tous confondus, souhaitent beaucoup plus réglementer Chine, voire l'interdire. On va écouter d'ailleurs, Roland Lescure, le ministre de l'économie, qui avait réagi hier sur l'affaire des poupées à caractère pédopornographique. En mettant en ligne les poupées que vous avez décrites, et j'allais dire malheureusement bien décrites, Chine a dépassé les bornes. Nous l'avons dit, je vous le redis, les plateformes qui vendent ce produit n'ont pas leur place en France. Si ces comportements venaient à se reproduire, notre main n'en tremblerait pas. Nous demanderions aux fournisseurs d'Internet de couper tout accès de ces plateformes au marché français. Donc est-ce qu'on peut les interdire ? Alors, par exemple, il y a une interdiction, vous le mentionniez, de la plateforme Wish pendant 1 an. D'ailleurs, je ne sais pas si ça a été définitif ou pas, pour justement éviter qu'elle continue à vendre des produits qui n'étaient pas dangereux. C'était pas une interdiction, c'était un déréférencement. C'est-à-dire qu'effectivement, on les sortait des moteurs de recherche, mais le site était toujours en ligne. D'accord ? Là, sur... Est-ce que ça a une forme d'efficacité, ça, tout de même, de déréférencement ? Vous avez entendu parler de Wish après ? Non, donc voilà. Ça marche. Donc ça marche. Non, alors, VPN Wish... ou pas, accessibilité ou pas. S'il n'y a plus de publicité, on n'en entend plus parler. Je nuance un petit peu parce que Wish était dans une conquête de marché. Là, Shein, c'est quand même 25 millions de Français qui consultent ce site chaque jour. C'est très installé. C'est massif. Et c'est pour ça qu'une nouvelle fois, j'entends tout à fait l'émotion du ministre, mais qui est vraiment dans l'erreur, qui n'a pas du tout analysé correctement la situation. On est dans ce qu'on appelle marketplace. C'est pas Chine qui a mis en ligne les poupées. C'est les vendeurs de Chine. C'est ce qu'on appelle la marketplace, c'est comme un centre commercial. C'est comme pour le BHV d'ailleurs. Le BHV fournit les murs et vous avez des marques qui fournissent. Le BHV sait ce qui se passe sur l'entrée, mais ne sait pas ce qui va se passer sur le corner. D'accord ? Eh bien, c'est exactement pareil. Simplement, c'est ce qu'on voit, c'est que sur un site qui est massivement utilisé, les fournisseurs d'accès Internet français, il y a un débat à mener parce qu'on est sur un site qui est massivement utilisé. Si vous le coupez comme ça du jour au lendemain de façon totalement arbitraire, ce n'est pas neutre sur la charge des réseaux. Et dans le contexte actuel, on va essayer de poser les stylos et d'essayer de raisonner autrement que par l'émotion. Et donc, quand on discute de tout ça devant le juge, ça va être l'objet de cette procédure si jamais elle est initiée. Donc vous dites, juge, avant de décider, par exemple, de peut-être réguler, est-ce qu'il faut une loi, par exemple ? Il va y avoir une discussion. Il n'y a pas besoin de loi, le droit est parfaitement outillé, parce que justement, au niveau européen, parce que la Commission européenne est parfaitement consciente de l'impact délétère. Est-ce qu'elle l'est vraiment ? Mais bien sûr, madame. La France est un des rares pays qui ne participe pas à ces groupes de travail. Donc voilà, et qui continue à vouloir faire cavalier seul. Et donc, une nouvelle fois, pour flatter les bas instincts des électeurs, on joue qu'on entre propre camp et, in fine, le problème est toujours là. On est sur un véritable enjeu de santé publique, on est sur un véritable enjeu environnemental. La Commission en est clairement consciente. Il y a des enquêtes qui sont en cours contre Chine. Mais effectivement, y aller en ordre dispersé fait le jeu de ces plateformes. Alors, enquête judiciaire, et puis l'autre... outil. Emilie Auvray, j'aimerais bien avoir votre réaction là-dessus. Ça serait de taxer. Après tout, Donald Trump a taxé à hauteur, je ne sais plus, ça devait être 200%. Je crois que ça devenait à $800 le petit colis. Parce qu'au départ, ça a démarré avec ces colis, tous ces petits colis chinois. Eh bien, ça a réglé le problème. On peut dire qu'il n'y a plus de petits colis chinois qui arrivent aux États-Unis. Donc, est-ce que ça, Emilie Auvray, vous voyez ça comme une possibilité en France ? Oui. On pourrait régler le problème parce que si on taxe alors on parlait de 2 €. Alors 2 €, ça paraît franchement dérisoire. Est-ce que ça peut être dissuasif ? Mais les taxer carrément. Pourquoi pas ? Mais en fait, pour moi, je me situe tellement là où se situe le consommateur que je pense qu'il y a une autre responsabilité à prendre, c'est vraiment celle du consommateur. Parce qu'on parle des pouvoirs publics, bien sûr, des lois qu'on peut mettre en place, des interdictions qu'on peut mettre en place, des taxes de douane, ok. Mais en fait, nous, tous les jours, quand on consomme, quand on achète une baguette de pain ou quand on achète un jean ou un pull, on a un droit de vote, en fait, et on a un impact. Et moi, c'est là aussi où je veux qu'il y ait une prise de responsabilité, une prise de conscience, où on peut changer les choses à notre échelle. Si un Français consommait 1 fois sur 10 un produit fabriqué en Europe ou en France, en fait, l'impact serait considérable aussi. On peut changer les choses à notre échelle. Mais ça veut dire un acte patriotique lorsque vous achetez un vêtement, et on voit bien que ce n'est pas forcément le cas. Je pense d'abord que c'est une responsabilité à la fois de commerçants, mais c'est une responsabilité de consommateurs, de citoyens, de parents, d'êtres humains en fait. Et puis il y a une notion fondamentale qui est aussi le pouvoir d'achat. Aujourd'hui,
Je vois en partie de fausses excuses sur le fait... Est-ce qu'on peut avoir du Made in France à un prix abordable? Oui. On sort aujourd'hui... Dans la fashion. Oui, dans la fashion. On sort aujourd'hui des sweats en coton bio, col rond, magnifiques, super qualité, qui sont fabriqués à Bobigny, donc à 10-15 km d'ici, qui sortent à 39,90 €. C'est sûr que ce n'est pas les 3 € de... C'est sûr. Mais alors, ils sont en coton bio, hein. Et ça ne vient pas des Ouïghours. Donc, versus du polyester où on se met concrètement un sac plastique sur le corps toute la journée. Donc, vraiment, aujourd'hui, oui, il y a des produits vraiment de qualité et qui sont à des prix abordables en France. C'est très important de le démocratiser. Donc, en fait, vous, votre démarche, c'est d'essayer de convaincre plus que de dire on va taxer, jouer sur les prix. C'est d'éduquer, c'est d'accompagner le consommateur à devenir consommateur, à prendre conscience de ses besoins, à consommer moins, ce dont il a vraiment besoin, et à comprendre l'impact de chaque produit qu'il choisit. D'où le rôle d'influenceuse comme vous, Claire Latour. Donc, il en faudrait de plus en plus pour alimenter sur les réseaux sociaux cette nécessité de plus de respect pour l'environnement, de qualité, surtout de mettre en avant la qualité. Et au-delà de l'influence, je pense que moi, avant tout, comme je disais, je suis une consommatrice. Ça a été une prise de conscience qui a été faite en tant que consommatrice avant tout. On oublie souvent que la mode, c'est la politique. Chaque achat qu'on fait, c'est un acte politique. Donc quand on décide d'acheter un vêtement, on sait ce qu'on fait et on ne pourra plus dire maintenant qu'on ne sait pas, qu'on ne savait pas pour Shein. Avec toute l'actualité, on ne pourra plus dire qu'on ne savait pas. Encore, il y a quelques mois, on pourrait se dire, bon voilà, mais là, c'est impossible de nier des choses qu'on voit. Il y a un scandale par semaine sur Shein, donc on ne peut plus dire qu'on ne sait plus. Et en même temps, inversement, Laure Brunner-Huinard, ça a fait tellement de bruit que du coup, il y avait une queue. Même certains y sont allés juste par curiosité aujourd'hui à essayer d'acheter quelque chose, ou moins de voir à quoi ça ressemblait. Par curiosité, effectivement, pour savoir qu'est-ce qu'on va pouvoir y trouver. Effectivement, à force de faire du bruit, on sollicite à minima le fait d'aller voir. Après, ce que vous disiez... Donc à la fois, il y a une prise de conscience, mais en même temps, ça suscite la curiosité. Donc, la curiosité, mais il y a vraiment une prise de conscience à avoir de la part des consommateurs. Et ça, je vous rejoins complètement. Quand on achète un produit dans une boutique française, chez un commerçant indépendant, on est certain que le produit va être sûr pour soi. Aujourd'hui, ce qui a été relevé notamment par l'étude qui a été faite par UFC Que Choisir, c'est que les risques ne sont pas anodins. C'est des risques d'allergie, d'intoxication, d'étouffement, de brûlure et d'incendie. Vous achetez, il y a un test qui a été fait sur des jouets et sur des chargeurs. Des jouets pour enfants. Donc, les enfants, il y a des risques, il y a des normes. Sur Shein et sur Temu, ils en ont fait 27 sur l'un, 27 sur l'autre. Pour les jouets, sur les 54 produits, un seul, au total, était conforme et ne présentait pas de risque pour les enfants. Donc, et il passe, il est vendu. Il est vendu. Les parents achètent et les mettent entre les mains de leurs enfants. Et qu'est-ce qui va se passer le jour où la pièce va se détacher et que l'enfant va s'étouffer? Donc finalement, cette ouverture au BHV, est-ce que ce qui vous révolte, c'est aussi la banalisation finalement de Shein, parce que ça va être au cœur de Paris? Est-ce qu'il y a aussi ça? Oui, l'accessibilité de ces produits qui, jusqu'à aujourd'hui, étaient quand même à 96% non conformes, selon les chiffres qui avaient été donnés en avril par la ministre Amélie de Montchalin. Parce qu'évidemment, il va s'adresser à une autre clientèle en ouvrant Shein au BHV, Émilie Auvray, peut-être justement à des personnes moins jeunes qui ont moins le réflexe d'aller acheter par le commerce en ligne. Ce serait ça, en fait, la clientèle un peu visée. On va voir dans les prochains jours, justement, quelle est la clientèle qui va chez Shein. Je crois, oui, qu'elle est différente. Pour moi, c'est une prise d'otage, en fait, ce qui est en train de se passer, une prise d'otage d'une institution commerciale qui est au cœur de Paris. C'est grave. Moi, ça me fait peur. C'est même une guerre commerciale. C'est un cheval de Troie qui est en train de se passer. Je crains que ça aille encore plus loin. Je crains pour qui va racheter les murs avec Frédéric Merlin du BHV. Je crains, ils sont malins. Ils sont malins, c'est une toile d'araignée. Le loup est dans la bergerie, ça. Oui, clairement, cheval de Troie. Cheval de Troie, vous êtes d'accord? Oui. Vous allez dans le même sens? Nous, on demande des tests et des tests réguliers parce que c'est facile, le jour de l'inauguration, d'avoir des produits qui sont conformes, de payer un peu plus cher pour avoir une matière un peu meilleure, moins de polluants, ce qui n'empêche pas effectivement les conditions de production, mais de faire un effet d'annonce en se disant, tiens, on va peut-être être attendu au tournant. Mais dans un mois, dans 2 mois, et dans les autres boutiques qui vont être ouvertes dans les territoires, est-ce que ce sera toujours conforme? Est-ce qu'il y aura toujours
moins de polluants? Est-ce qu'on sera conforme à nos normes? À partir du moment où on a un magasin physique qui est installé, on a un moyen d'agir et il faut être intraitable aujourd'hui et demain. Et comment on peut mettre en place ces tests, justement? Là, Parce qu'on parle de 5 boutiques qui vont ouvrir en province, dans le cadre. Alors, c'était les Galeries Lafayette, mais aujourd'hui, enfin hier, les Galeries Lafayette ont dit qu'ils rompaient leur contrat, leur partenariat avec justement la Société des grands magasins. Donc, du coup, ils vont devoir changer l'enseigne. BHV. Pardon? BHV, a priori. Ce sera BHV, l'enseigne. Donc, ils vont utiliser l'enseigne BHV dans les 5 villes de province où ils vont également ouvrir ces Chine. Alors, je vais en dire, pour histoire de casser un peu l'ambiance, mais que paradoxalement, le fait qu'on ait enfin une présence physique est plutôt une chance. C'est une bonne nouvelle. C'est plutôt une bonne nouvelle, en tout cas sur le papier. Et je suis d'accord, je vous rejoins notamment avec les moyens qu'il va falloir accorder sur la durée. C'est une bonne nouvelle pour des questions juridiques. C'est ça. Attention. Et surtout, pas pour des questions commerciales. Non, voilà, non, tout à fait. Voilà, c'est le juriste qui parle. C'est le juriste qui parle. Mais moi, j'essaie de raisonner comment pour être efficace sur le moyen long terme, plutôt que de pousser et de cacher la poussière sous le tapis. C'est super facile de fermer, mais on ne résoudra pas pour autant, parce que c'est un problème qui n'est pas propre à la France, c'est un problème qui est mondial, la fast fashion. Il est massif. Il est massif. Et si on a effectivement des points de vente physiques, comme vous le disiez très justement, ça emporte des obligations particulières. Et donc nous, ce qu'on attend, nous autres juristes du gouvernement, donc, de parler un peu moins et d'agir un peu mieux et de façon beaucoup plus efficace. Comment? En accordant des moyens, pas que financiers, mais humains et de formation aux équipes de la DGCCRF pour comprendre enfin les enjeux du 21e siècle et ne plus raisonner avec un logiciel qui date du 19e ou du 20e. Donc ça veut dire comment les former? Bon, déjà là, on parle plus traditionnel. S'ils doivent faire des contrôles sur les vêtements vendus au BHV, c'est assez traditionnel. Ça, j'imagine que la direction des fraudes sait faire ça. Oui, ils savent le faire, mais après, on est dans une logique de pénurie et ça relève encore une nouvelle fois, ça illustre le fait que c'est que par la coopération internationale qu'on arrivera. C'est-à-dire qu'effectivement, au niveau local, vous pouvez initier les enquêtes, mais le but du jeu, c'est qu'il faut quand même que ça remonte sur ceux qui construisent, sur ceux qui fabriquent. Parce que sinon, ça trouvera toujours une échappatoire sur d'autres. Et puis peut-être une décision européenne. Il y a une proposition transpartisane là, de résolution européenne, ça date d'aujourd'hui, pour demander à Bruxelles et au gouvernement français d'être plus sévère à l'égard de Chine. Ça, c'est un certain nombre de députés. On voit qu'il y a une unanimité en France. Est-ce qu'il pourrait y avoir une décision européenne plus dure à l'égard de cette fast fashion? Il y a déjà une enquête qui est en cours au niveau européen par la Commission sur Chine, notamment sur ces problématiques environnementales et de santé publique. Simplement, ce que dit en off les services de la Commission, c'est que la France, vous ne nous facilitez pas du tout la chose. Parce Alors maintenant, ça va être peut-être plus le cas. Peut-être qu'elle va essayer de non, coopérer. justement. C'est-à-dire que la France a poussé un texte qui s'appelle le DSA, un règlement qui s'applique d'autorité, et la Commission passe son temps à expliquer aux autorités françaises dans des termes très diplomatiques, mais c'est ce qu'on appelle l'avis circonstancié. On en a une dizaine d'avis circonstanciés sur les initiatives françaises de régulation du numérique, où la Commission dit, sur le fond, on vous suit totalement, c'est un véritable enjeu, mais vous vous y prenez comme des manches, c'est de la fierté de l'amateurisme à tous les étages. Résultat, au bout de 10 ans, le problème s'aggrave. Posons-nous la question, c'est un problème de méthode. Oui, de la France. Vous dites, oui, c'est la France. J'assume, c'est effectivement la France qui joue contre la construction européenne. Au bout d'un moment, il faut qu'on soit cohérent. On ne peut pas être dans l'Europe et en même temps vouloir continuer à faire cavalier seul sur ces sujets-là, parce qu'une nouvelle fois, la maille nationale n'est plus pertinente si on veut réguler efficacement ces acteurs qui sont transnationaux. Claire Latour, à votre avis, pourquoi est-ce que ça marche aussi bien en France, cette fast fashion, le pays de la mode, mais tout de même, les grandes marques, il y a toute une culture de la mode et la fast fashion, on aurait pu imaginer que ça allait plutôt prendre dans d'autres pays. Et quand on regarde les chiffres, effectivement, la France, il me semble d'ailleurs la première, premier marché de Chine. En Europe. Pourquoi ça marche? Déjà parce qu'on est dans une culture où on a des fashion week, donc on crée un besoin de renouveler avec de nouvelles tendances, etc. Donc il y a déjà tout un système de la mode au global qui quand même favorise l'acte d'achat régulièrement, et en plus avec les réseaux sociaux qui va encore plus créer ce phénomène-là. Évidemment, il y a aussi la baisse du pouvoir d'achat qui est extrêmement conséquente chez les Français, donc il y a un besoin aussi de s'habiller. Oui, mais on la voit dans d'autres pays européens aussi, cette baisse. C'est vrai, mais par exemple, quand on entend une consommatrice qui dit qu'elle fait une commande de 100 € par semaine, là, on n'est plus sur un besoin de s'habiller, on est sur un besoin marketing, enfin, besoin marketé. Parce que 100 €, ça reste une somme conséquente. Avec 100 € chez Shein, on a à peu près faire une moyenne de 10 à 12 pièces, à peu près.
puisqu'on a des pièces qui sont en moyenne à 10 €. Donc ça fait à peu près 10 pièces. Donc il faut imaginer que la personne, du coup, a 40 pièces nouvelles par mois. On ne peut plus parler de besoin à ce moment-là, on parle juste d'un besoin qui est marketé, ce qui est différent. Donc pour moi, c'est vraiment... C'est presque une addiction. C'est une addiction, oui, c'est une addiction, et je pense que c'est facile de tomber dedans. Donc oui, il y a une partie consommateur où il faut avoir plus d'éveil sur ce qu'on consomme, etc. Mais il y a aussi une partie marketing à réguler, il y a aussi une prise de conscience à avoir auprès des autres influenceurs sur l'impact que l'on peut avoir sur la consommation des gens. Et c'est quelque chose à 360, c'est l'aspect légal, c'est l'aspect marketing et c'est l'aspect consommateur. Émilie Auvray, vous, quels sont vos produits pour donner un exemple, puisque vous êtes juste en face du BHV, là, vous allez vous battre sur quoi? Alors, déjà, on ne se bat pas contre Shein parce que vraiment, on n'a pas la même clientèle. Nous, on propose des produits pour toute la maison. En fait, on a fait une scénographie avec la cuisine, la chambre, la salle de bain, un grand dressing. Et on y trouve, par exemple, un très beau pull tricoté dans le sud-ouest avec de la laine mérinos d'Arles. Et tricoté à Castres, enfin, c'est magnifique. Là, on est dans l'artisanat. Le produit est splendide. Alors, il sort à 130 €, oui, mais on a une clientèle qui très souvent nous dit « Moi, je viens acheter une chose ». Donc, au lieu d'avoir 100 €, au lieu d'acheter 8 ou 9 pièces à 100, oui, on en achète une, mais elle va durer. Enfin, c'est ça le discours. Ah, mais ça se transmet. Elle fait vivre les artisans. Ah oui, ça crée de l'emploi, ça rend heureux. Nos clients, ils sont fiers, en fait. C'est assez drôle, on le voit vraiment quand ils font l'acquisition d'une pièce où ils ont compris l'histoire, ce qu'elle véhicule et leur impact. C'est l'authenticité, finalement. Ah oui, c'est l'authenticité, c'est le retour aux sources. Ils se redressent, ils sont fiers, ils ont de la joie en eux. Et ce type de pull, c'est des pulls qu'on transmet de génération en génération, ou du linge de maison, du linge de cuisine qui est beau, les nappes de nos grands-mères, voilà, ces nappes-là, elles se transmettent aussi, c'est beau. Merci beaucoup d'avoir participé à cette émission. Émilie Auvray, Claire Latour, merci. Laure Brunner-Ruinard, merci Maître Alexandre Archambault. Merci à vous tous d'avoir suivi cette discussion que vous retrouvez sur les réseaux sociaux, justement. Et à demain.